Le bel esprit. Oh oui. Oh oui. Ah oh. Mes amis, c'est le surlendemain de Survivor Series War Games avec ce Monday Night Raw du 2 décembre 2024. Oh oui, depuis Everett, dans l'état de Washington. Alors, on a eu un premium live event qui a eu des avis et des retours vraiment très divisés. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. Beaucoup n'ont pas aimé le Wargames féminin. J'ai vu à la fois sur Twitter et même sur les réseaux de façon générale. Et beaucoup ont critiqué la performance de Nia Jax. Je vais me débrouiller pour aller retourner voir ça en détail. Je plaide totalement coupable, vu que je mate en x2 et qu'en même temps que je mate le show en x2, je prends les notes à côté. J'ai dû louper ces coups de chaise qui apparemment étaient ultra faibles de Nia Jax. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, des fois en effet, peut-être je passe à côté de trucs, ou alors tout simplement c'était pas si choquant que ça. Bref, je vais aller voir. Bref, dans tous les cas, Survivor Series Wargames, oui, a laissé les gens assez mitigés. Certains ont trouvé ça très décevant, aussi bien niveau storyline que niveau parfois exécution des matchs et du catch qu'on a vu à proprement dit. D'autres ont adoré. Moi personnellement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et donc j'attendais beaucoup quand même de ce Monday Night Raw parce que c'est un rebond, il faut toujours rebondir. Le truc c'est ça, surtout en catch, quand on fait un truc exceptionnel, il faut toujours après essayer de rebondir comme il faut pour repartir sur des bonnes bases. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a eu dans ce Monday Night Raw du 2 décembre? C'est ce qu'on va voir, mes amis. Oh oui. Donc on commence le show avec une promo dans le ring de CM Punk. Direct, boum, ça commence et c'est encore un show, d'ailleurs CM Punk le précise, encore un show à guichet fermé pour la WWE. Donc ça veut dire que le business va très bien. Oh oui, tant mieux pour eux, tant mieux pour les talents qui donc par conséquent sont payés et aussi pour le public qui a l'air d'aimer le produit qu'offre la WWE en ce moment. Alors, on va essayer de finir le chèque de protéines vu que la muscu a été faite, oh oui, et qu'il est 8h du mat pile poil. Ah oh, bel esprit. Donc, ce qui est intéressant dans cette promo, c'est que CM Punk, c'est dégueulasse quand ça fait des grumeaux les prods parce que j'ai mal mélangé. Bref, CM Punk annonce que ses yeux sont fixés sur WrestleMania, avec même mention du Royal Rumble et aussi de la faveur que lui doit Paul Heyman. Donc en fait, il couvre toutes les bases. Non seulement ça y est, il tourne la page par rapport à tout ce qui était Bloodline, etc. Et maintenant, moi, je veux aller à WrestleMania, je veux peut-être redevenir champion du monde, et dans tous les cas, Paul Heyman me donne une faveur. Alors qu'est-ce que ça va être la faveur? Sûrement ça va être que si Roman Reigns redevient champion, eh ben il doit lui donner un match pour le championnat. J'imagine quelque chose comme ça, parce que je vois que ça, une façon que éventuellement Paul Heyman pourrait faire. Ensuite, Seth Rollins arrive et lui coupe la parole. Oh oui, bel esprit, parce que là, on sait que c'est une feud qu'on nous vend depuis des mois, et qu'on a envie de voir quand même. Parce que non seulement les deux, ça va donner des super matchs, mais également, en fait, il y a une vraie animosité, enfin, c'est ce qu'on dit, bien sûr, entre les deux. Donc ça, bel esprit. Et d'ailleurs, en voyant Seth Rollins arriver avec son costume à paillettes que lui fait, je sais plus, c'est Troy quelque chose. Ils font bien la pub sur Instagram avec Becky chaque fois que ce gars-là à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, leur fait des tenues. Ce qui me fait délirer, c'est qu'à une époque, à NXT, j'étais le seul à porter des costards à paillettes. Non pas que ça n'a jamais été fait dans le business avant moi, c'est pas ce que je dis. Mais je sais même plus si je l'ai déjà précisé dans des reviews ou quoi. Mais quand j'ai commencé à porter des costards qui sortaient de l'ordinaire, ça a commencé par un costard blanc, purement en mode totalement pompé de Scarface, en 2013, avant même que je commence à être manager à la télé. Je me souviens, il y a Baron Corbin qui me regardait et qui me disait « Mec, tu vas te faire virer de s'habiller comme ça en sortant de l'ordinaire ». 5 ans après, tout le monde commençait à mettre des trucs à paillettes et 10 ans après, tout le monde fait ça encore plus à la télé. Notamment Seth Rollins qui n'a jamais vraiment eu un charisme hors norme, mais avec ce look qu'il a à chaque fois, ben voilà, ça lui a donné quelque chose un peu comme une vibe à la Macho Man. Et ouais, d'ailleurs, le jour où Corbin m'avait dit à Full Sail qu'avec mon costard blanc et le petit mouchoir rouge dans la poche, exactement comme dans la story que j'ai partagée, comme j'étais habillé à la soirée pour le TPW Premium, oh oui, samedi dernier à Marseille. Donc Joey Mercury lui m'avait vu, il était venu me voir, il fait Sly, you know what you're doing, tu sais ce que tu fais. Sous-entendu, c'est super que tu t'habilles comme ça parce qu'au moins tu stand out. Encore une fois, j'étais pas le plus gros dans le roster et à l'époque il n'y avait pas les 205 Live, les Cruiserweight, c'est vraiment regardé de façon irrespectueuse, on va dire. Et donc
que Joey Mercury me dise mec, continue ce que tu fais parce que tu sais ce que tu fais. Oh oui, oh oui, bel esprit. Je savais ce que je faisais, mes amis, pour me démarquer dans les vestiaires. Et donc, en parlant de se démarquer, tout le monde le fait maintenant, de porter des costards à paillettes et en couleur. Et ce qui est bien, c'est que même si il a, je redis, des fois il est habillé comme une meuf, Seth Rollins, ce soir, il est sérieux et intense. Et il avoue à CM Punk qu'il veut le défoncer, qu'il veut le mettre KO. Oh oui, oh oui. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que CM Punk, ouh là là, il me gaffe ce coussin dans le dos, j'arrive pas à bien le placer. Oh là là, allez, comme ça c'est bon. Ce qui est bon, c'est que CM Punk, là, il montre en quelques phrases pourquoi il est aussi bon au micro. Face à l'intensité et la colère de Seth Rollins, le mec il reste calme et il le remet en place en 4 phrases. Des phrases du genre, écoute mec, toi tu penses à moi tout le temps, je suis dans tes pensées, moi je m'en fous en fait de toi, je pense pas à toi. Bon, bref, je vais pas vous refaire toute la promo, je vous conseille d'aller la voir, elle était énorme. En fait, tout le segment qui a duré 20 minutes était énorme. Pourquoi ? Parce qu'après, donc, on a, bon, bien évidemment, ça dégénère entre CM Punk et Seth Rollins, ils commencent à se mettre sur la gueule. Jay Uso et Sami Zayn arrivent pour les séparer. Et alors là, mes amis, il s'ensuit une promo légendaire entre, bon, peut-être pas légendaire, on va pas rentrer dans la légende, mais une promo excellente entre Seth Rollins et Sami Zayn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des années et des années de booking culminent dans le ring à ce moment-là. Chacun se rappelle réciproquement la part de responsabilité qu'ils ont eue dans la création dans un sens de Roman Reigns. Et franchement, c'est magnifique. Parce qu'en fait, au final, ce qui est bien, c'est ce que je vous dis en fait depuis le début. Roman Reigns, c'est un heel. C'est un heel dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, c'est un heel en fait. Alors oui, il a une réaction de babyface vis-à-vis de la foule. D'accord, je veux bien, mais sur papier, décrivez-moi Roman Reigns. Ouais, voilà, c'est un mec qui veut prendre le contrôle aussi bien de la Bloodline que de la WWE. Par conséquent, il veut redevenir champion et régner d'une poigne de fer sur la WWE. Il n'y a pas d'autre mot. Et aussi, il veut que tout le public, que tout l'univers de la WWE, même si je ne sais même plus s'ils utilisent ce terme, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu, il veut que tout le public de la WWE l'acknowledge, lui montre du respect, se mettre à genoux devant lui, grosso modo. Les amis, si ça, c'est pas être un heel, je sais pas ce que c'est de l'être. Hein. Bon bref, tout ça pour dire, CM Punk le précise clairement. CM Punk précise bien qu'il veut pas revoir Roman Reigns au sommet du business, ou en tout cas c'est pas ça, mais que pas qu'il veut pas, parce qu'il a aidé il y a 2 nuits. Hein. Mais il précise bien que c'est à cause d'un mec comme Seth Rollins qu'il a créé un monstre comme mégalomaniaque comme Roman Reigns. Et enfin, c'est CM Punk précise à Sami Zayn que ça a participé, ce qu'il a fait à cette Rollins. Bref, dans tous les cas, oh oui, bel esprit, c'était un super segment de une bonne vingtaine de minutes pour ouvrir ce Monday Night Raw, qui, par la suite, a légèrement laissé à désirer. Mais pas avec le match qui a suivi. Un match en équipe entre Damage Control et Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Alors franchement, c'était un superbe match. Un superbe match après un superbe premier segment. Damage Control est toujours aussi bonne dans tous les sens du terme, dans le ring. Et Raquel Rodriguez, non, très impressionnante aussi. Je la regardais, je me disais, bon, allez, on va voir vraiment ce qu'elle vaut dans le ring, parce que franchement, mis à part la taille, au micro, elle a l'air bof. Physiquement, bon, ouais, ça va, elle est bien, mais c'est pas non plus genre ultra exceptionnel. Dans le ring, par contre, elle a assuré. Oh oui. Le seul hic dans ce match, ça a été au final, encore une fois, le booking de Liv Morgan en championne. Surtout qu'en plus, c'est ça le pire. Le pire, c'est que Liv Morgan a été complètement invisible de tout le match. Et c'est Raquel qui chope le tombé pour gagner le match. Fuck. Là, franchement, avec Liv Morgan, et en direct et avec les analyses, je vois clairement comment un mauvais booking quand on est champion, ça peut vous foutre en l'air un règne en fait. Et Liv Morgan en championne, personne va se souvenir de ce règne, si ce n'est que pour s'en souvenir que en fait c'était une serpillière. Et à l'époque, je me souviens quand Rey Mysterio avait été champion du monde la première fois, voire la seule fois, je sais pas s'il a été plusieurs fois champion du monde, Rey Mysterio, tout le monde disait le booking qu'il a en champion c'est pourri. Bah maintenant, si c'était en effet comme il était booké comme Liv Morgan est booké, je peux comprendre en effet pourquoi tant de gens disaient ça. Après le match, on a Rhea Terminator qui arrive et qui attaque Raquel car elles ont un match à Saturday Night's Main Event qui est dans 2 semaines, mais elle se fait allonger en se prenant le coin de la table dans la gueule. Tout de même, heureusement qu'il faut une table pour mettre au sol Rhea Terminator. D'ailleurs, on verra ça peut-être en conclusion, j'allais dire, mais Saturday Night Main Event, oh oui, dans 2 semaines, ça on va le faire. Je vais faire aussi Deadline à la fin de la semaine. Semaine chargée, mes amis, semaine chargée qui arrive. Oh, bon, allez, je le dis, la TLR Reviews numéro 4 a été filmée, mes amis. Oh oui, bel esprit, elle a été filmée hier soir. Elle va faire, je pense, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, bel esprit, c'est bon, ça va pas être trop long. Et vous allez adorer, hein.
Vous allez adorer. Hein. Franchement, la miniature a été terminée juste avant que je la filme par Alex. Merci Alex. Oh, oui, oui, Alex Castillo, Horizon Wrestling. Mec, tu gères. Et elle est énorme déjà, la miniature. Et ouais, vous allez kiffer. C'est comment la WWE m'a repéré et m'a contacté pour faire les essais en 2011 à Liverpool. Ça a pris plusieurs années, vous verrez, mais franchement, j'y ai mis beaucoup de confessions, d'anecdotes et d'énergie dans cette review. Bon, elle a juste été filmée, j'ai pas encore fait le montage. Ça, c'est la partie marrante, le montage. et trouver toutes les photos et les insérer, etc. Mais ça va, franchement. Alors, à vue de nez, fuck, je vais la poster quand? Parce que cette année, je pense la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Parce qu'en plus, la TLR Stories numéro 3 a été postée il y a même pas une semaine. Enfin, allez, 8 jours. Donc, ouais, dans la semaine prochaine, je pense en milieu de semaine, on postera la TLR Stories numéro 4. Oh oui, oui. Bref, avant ça, mes amis, nous avons eu un triple threat match pour le tournoi, pour le titre féminin intercontinental. Donc, entre Dakota Sky, Shayna Baszler et Katana Chance. Donc, alors, Wade Barrett, très très bon commentaire, j'aime beaucoup. Est-ce que je l'aime autant que Corey Graves? Pas encore. Corey Graves reste mon favori pour l'instant. Mais Wade Barrett m'a fait aller checker le Wikimedia de Dakota Kai, parce qu'à un moment il dit c'est une vraie vétéran des rings. Donc moi, ne connaissant pas énormément sa carrière, je vais voir. Et alors oui, on apprend sur les TLR Reviews, mes amis, la meuf a 36 ans. 36 ans et elle a commencé le catch en 2007, un an après moi, enfin officiellement. Bel esprit, respect total, Madame Dakota Kai, la vétéran des rings. Alors, dans ce match, donc entre Dakota Kai, Shayna Baszler et Katana Chance. Baszler est la force physique et imposante de ce match. Et ça va, elle s'en sort assez bien. D'habitude, elle me laisse assez mitigé. Là, dans ce match, en tant que powerhouse, ça va, ça passe. Par contre, mes amis, il faut toujours tout remettre en question et relativiser. Ouais, bon, après d'un autre côté, c'est quand même facile de faire la powerhouse quand tu catches avec probablement les deux gabarits les plus petits de toute la division féminine et même donc de tout le roster WWE, quoi. Et en fait, il n'y a pas énormément de mérite parce que Shayna Baszler, elle n'est pas imposante physiquement au final. Vous la mettez à côté d'une Nia Jax, d'une Raquel Rodriguez ou et même encore d'une Rhea Ripley, d'une Rhea Ralenti, maintenant officiellement Rhea Terminator. Voilà, c'est elle la plus petite. Donc bon, quand tu catches contre Dakota Kai et Katana Chance qui doivent faire limite, franchement, même pas limite, je les ai vus en vrai, à Lyon, elles doivent faire même pas 1m50 pour au maximum 50 kg. Bon, il n'y a pas énormément de mérite de faire la grosse balèze qui les soulève et qui bloque leur prise. Victoire, mes amis, de Dakota Kai, qui se qualifie donc, bel esprit, et une bonne performance des trois femmes, notamment aussi de Katana Chance, qui est pas mal en voltige et qui est très jolie de visage. Bon, après, attention, Ricochet, il a bien gagné au change. C'est pas comme ça qu'on parle, pas des meufs. Mais par contre, ouais, c'est Ricochet. Ricochet, il s'en est fait des meufs. Il était à la base avec la fille de Tully Blanchard, Tessa Blanchard. Puis après, il s'est mis avec Katana Chance. Puis après, avec la Irvine, je sais plus son prénom, Samantha Irvine, je crois. Eh ben, il doit bien s'amuser. Et il y en a aussi. Alors, qui c'était? Ouais, c'était Buddy Murphy. Buddy Matthews. Lui aussi. Il est sorti avec beaucoup de catcheuses. Oh oui, oh oui. Bref, in-ring segment tant attendu des 10 ans d'anniversaire du New Day. Alors, qu'est-ce qu'on a eu, mes amis? Qu'est-ce qu'on a eu dans ce segment? Déjà, ça m'a fait... Enfin, c'était énorme, parce que quand Adam Percé présente Xavier Bois et Café Kingston, on sent déjà que ce segment va partir en live. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a eu? Voyons. Donc, il célèbre tous les accomplissements du New Day, remercie les fans, oh oui. Xavier Woods et Kofi Kingston font mousser tout ce qu'ils ont fait en 10 ans. Et juste quand on sent que les deux vont annoncer qu'ils mettent fin au New Day, quand Kofi dit que, bon écoutez, tout ça c'est bien beau, mais on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, boum, Big E Langston arrive, habillé classe et sobrement, avec un petit costard noir et un air assez sérieux sur son visage. Donc il arrive, alors on s'y attendait quand même qu'il soit présent. Et surtout, mais quelle va être la dynamique? Quelle va être la dynamique qui va être lancée lors de ce segment? Alors franchement, le discours de Biggie est vraiment émotionnel. Parce qu'il leur rappelle en fait pourquoi ce groupe compte tant pour les trois en fait. Tout ce qu'ils ont accompli, tout ce que ça signifie pour eux, quand à l'époque personne croyait en eux, ils étaient sur le point de se faire virer, et ils se sont accrochés, et ils sont devenus une des équipes les plus rempli de succès de toute l'histoire de la WWE, et pas juste dans le ring en fait. En fait, ce qui est incroyable avec le New Day, quand j'y pense moi, c'est surtout tous les à côté, tous les trucs qu'ils ont lancés. Les mecs, ils ont une marque de céréales, ils ont des figurines à leur effigie avec un style Tortue Ninja, enfin c'est un truc de ouf, Xavier Woods, même s'il n'a pas jamais eu de titre solo à la WWE, le mec c'est un businessman de ouf, avec sa chaîne YouTube qui marche, etc. Bah,
bel esprit, même si je l'avais battu à WCW NWO Revenge sur N64 et aussi à Street Fighter, chez Sean Spears et Tyler Breeze, un soir de 2015. Oh oui, oh oui. Et donc pour cela, Biggie, suite à ce discours vraiment rempli d'émotions et très vrai en fait, il dit qu'il va s'assurer que les deux restent ensemble parce qu'il veut pas les voir se distancer, se séparer et se prendre la tête, et il va devenir leur manager. Alors là, mes amis, de façon très surprenante, Xavier Woods et Kofi Kingston s'entendent enfin sur un fait. Et le fait qu'ils envoient balader Biggie. En fait, le truc, c'est que... En fait, ce segment, franchement, il fait mal à voir. Il fait mal à voir parce que c'est très... Les mots qu'ils ont eus, les mots que Xavier Woods et Kofi Kingston ont eu pour Biggie faisaient très très mal, hein, franchement. Mais le problème, c'est que niveau... Alors, dans un sens, c'est très bien, on est impliqué émotionnellement dans ce qu'on voit, mais d'un autre côté, enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti, bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu la même chose, mais après, d'un point de vue justification, malheureusement, je trouve que ça manque de logique. Ça manque de logique, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est ça, je veux dire, en fait, pourquoi les deux, tout d'un coup, se mettent d'accord sur le fait que Biggie, il veut revenir et tirer la couverture? Non, dans un monde, entre guillemets, pas bien fait, mais voilà, dans un monde plus logique, un mec comme Kofi, par exemple, aurait dû être d'accord avec Biggie, et c'est Xavier Woods qui aurait seul dû péter un câble, et on aurait eu Xavier Woods contre Kofi Kingston, avec dans son coin Biggie. Et à quitte à faire un heel turn de Biggie qui se retourne contre Kofi et qui rejoint finalement Xavier Woods. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, on aurait eu une grosse feud. Mais là, en fait, alors je me dis peut-être que Triple H, il en a marre qu'on dise qu'il est prévisible et qu'il a fait ça. Il a fait un virage à même pas 180 degrés. Là, c'est même pas un virage. C'est là, il est carrément. La voiture a fait un bond et elle est sortie de la route. En fait, elle a même pas fait demi-tour. Parce que le truc, c'est ça. En fait, avec toute la hype qu'on attendait de voir Woods contre Kofi, elle est morte maintenant. Elle est morte. Parce qu'en plus, les mecs, à la fin du segment, ils se serrent la main. C'est ça, en fait, qui est dommage. C'est que on aurait pu continuer à surfer sur cette vague parce que tout le monde veut le voir. Tout le monde veut voir Woods et Kofi feuder. Et là, en fait, non, c'est un gros retour à zéro. C'est non, finalement, on est amis. Et par contre, nous deux, maintenant, on va envoyer balader Biggie. Je sais pas. C'est le niveau logique, j'ai pas compris. Alors, peut-être il y a un plan à long terme, je sais pas, peut-être. Parce qu'en fait, même les justifications qu'ils ont données, c'était pas énorme. De dire, ouais, Steve Austin, Kurt Angle, Edge, ils sont tous revenus d'une blessure au cou et toi, t'es jamais revu. Maintenant, frérot, il est dans le ring devant toi, il est revenu, que ça. Alors peut-être, oui, ils vont nous vendre, en fait. En fait, le truc, c'est ça. À moins que Biggie revienne dans le ring et feud avec eux, je trouve que ce segment, il n'a pas été rentabilisé au maximum. Parce qu'on aurait pu, justement, lancer une feud Woods et Kofi Kingston avec Biggie au milieu. Mais là, en fait, maintenant, c'est Woods et Kofi contre Biggie. Je sais pas, niveau logique c'est bof, et je vous dis, suite à ça, je le redis, ça va être dur de rebondir pour ramener une feud entre Woods et Kingston. Alors peut-être c'est ce qui n'est pas prévu finalement, et je veux pas dire je suis quasiment sûr, mais je pense que vu ce segment, un jour Biggie va revenir dans le ring, tant mieux pour lui, oui, et pour la foule aussi qu'il adore, c'est un très très bon gars, Etor, et mais ouais, c'est franchement légèrement déçu de ce segment, et je vous redis, on va le voir aussi plus tard dans le show, maintenant je me demande si Triple H, qui est quand même... On se souvient de l'époque NXT, très à l'écoute de ce qui se passe sur Internet, et notamment des critiques qu'il reçoit. C'était la théorie qu'on avait, c'était genre le mec il s'était tellement fait critiquer quand il était catcheur dans le ring, à dire il est uniquement là parce que c'est le gendre à Vince, que quand il a eu le contrôle d'NXT, il faisait exprès de prendre que des Internet darlings, que des indie darlings, c'est des mecs que les fans d'Internet adoraient, pour pouvoir les conquérir et se faire mousser, et que tous les fans d'internet disent oh non, finalement Triple H c'est un génie, quoi, tu vois. C'est une théorie qu'on avait dans les vestiaires à la WWE qui s'est vérifiée dans tous les cas parce que maintenant les fans d'internet l'adorent. Et maintenant il commence à dire qu'il est prévisible, et donc peut-être pour regagner le respect de ses fans et leur soutien, et ben il commence à faire des trucs qui sont pas prévisibles, mais donc dans un sens illogique. À voir, mes amis, à voir. Suite à ça, on a un singles match entre Dominic Mysterio et Gauthier Gunther. Oui. Dominic Mysterio, dont je parle dans la prochaine TLR Stories. Oh oui, je partage une petite anecdote qui va franchement vous faire sourire, de quand il avait 11 ans. Oh oui, je l'ai côtoyé, enfin pas côtoyé personnellement, mais en tout cas il était juste devant moi dans les vestiaires de WWE en 2008 en Californie. Et j'ai une anecdote qui va vous faire sourire, donc pour ça, il faudra regarder la prochaine TLR Stories. Oh oui, numéro 4. Donc ce match a été mis en place parce que Finn exigeait une chance pour le titre. Un match heel contre heel, c'est toujours dur à faire, parce qu'en fait, la foule s'en fout des deux, en fait. La foule, elle veut se voir les deux se faire tabasser, mais c'est pas comme si elle va encourager Gunther à tabasser Dominic, ou qu'elle va encourager Dominic à tabasser Gunther. Je vous dis, les matchs heel contre heel, c'est horrible. J'en ai fait que 3 ou 4 dans ma carrière. Lance, dès le début de ma formation chez lui, Lance Storm me disait
il nous disait les matchs heel contre heel c'est horrible. J'espère que vous aurez jamais à en faire parce que c'est très dur d'impliquer la foule là-dedans et surtout de faire une bonne construction de match. Et donc là, c'est ce qu'on avait. Et c'est vrai, donc je dis, au début, je captais pas trop ce qu'il voulait dire, parce que quand on débute, on comprend pas trop. Et je pense que la chaîne et mes reviews a aussi cet effet sur vous. Elle a aussi cet effet, des fois, je vous dis des trucs, au début, vous le captez pas trop, et après, à force de le voir, encore plusieurs semaine après semaine, vous commencez à capter le truc. Et ça, j'ai souvent ce retour, donc oh oui, bel esprit. Merci à vous, les amis. Likez, abonnez-vous, partagez la chaîne et les vidéos, oh oui. Et donc, alors, et ça qui me fait délirer, c'est que par rapport à ça, donc Dominique, il travaille en babyface, en fait. Au début du match, il travaille comme un babyface. Il fait des dropkicks, il fait des ciseaux de tête, il fait des plongeons à travers les cordes, et même la foule l'applaudit parce qu'ils sont jolis. Toutes les prises qu'ils font, que Dominique fait, sont visuellement jolies. Donc, logiquement, la foule l'applaudit. Jusqu'à ce qu'il fasse un low blow et qu'il arrive presque à faire croire à la foule qu'il a une chance de gagner contre Gunther. Oh oui. Et là, ça me fait délirer parce que si j'ai bien écouté, la foule se met à chanter Dirty Dom, Dirty Dom, Dirty Dom. Et je vous le redis, en fait, quand vous êtes un super heel, le jour où vous tournez babyface, ça pète tout. Et bon, je sais pas si un jour Dirty Dom va vraiment être un grand babyface, mais la foule va quand même aimer changer la donne. Oh oui. Je pense qu'en fait, ça marcherait le jour si par exemple son père est vraiment en danger, et puis d'un coup, bon, même si ça serait illogique là aussi, avec tout ce qu'ils se sont mis dans la gueule, mais d'une façon ou d'une autre, Dirty Dom repasse babyface en aidant son père. Et là, ça serait énorme. Là, l'explosion de joie et qu'on ait une accolade entre les deux dans le ring, oh oui, bouh, ça serait énorme. Oh oui, et là, Dirty Dom deviendrait un des plus gros babyface de la compagnie. Alors, peut-être pas un des plus gros, mais il aurait une énorme réaction de babyface. Parce que les gens oublieraient tout de suite qui il était. Et après, en un coup, en un segment, il repasserait heel, ça serait énorme. Le catch, mes amis, le catch, c'est top. Donc, Gunther reprend rapidement la main et bat Dirty Dom avec un powerbomb. Et là, après, on a une grosse attaque de Finn Balor qui suit. Franchement, alors, j'allais dire, ça va donner des gros matchs. Finn Balor contre Gunther, ça va être énorme, oui, si le match s'officialise. Par contre, il faut m'expliquer, Finn Balor, maintenant il est dans la course pour le titre de champion du monde poids lourd. Frérot, t'es toujours champion par équipe. Donc en fait, le truc, c'est quand je vois ça, pareil, donc c'est illogique de se dire pourquoi ils ont fait perdre les War Riders la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Parce que dans ces cas-là, si Finn Balor est parti pour feuder avec, ne serait-ce que pour quelques semaines, avec Gunther, autant mettre les ceintures sur les War Riders, qui en ont vraiment besoin, surtout après un tel gros retour et une entrée de ouf qu'ils ont. Mais voilà, peut-être que comme Triple H se dit « Oh non, mais maintenant je suis prévisible, alors je vais aller à l'encontre de ce qui est prévisible. » À voir, mes amis. À voir, je le dis souvent, c'est une nouvelle catchphrase, avec tout ce qu'on a. Wow, je fais même plus le compte des catchphrases, parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, à voir, mes amis. D'ailleurs, un truc qui était par contre pas à voir du tout, c'est le segment suivant. Un match simple, on sait pas d'où il sort, entre Pete Dunne et R-Truth. C'était un segment très oubliable, une victoire d'R-Truth très rapide. Franchement, je trouve que c'est du temps d'antenne perdu quand on a un Raw qui fait que 2 heures. Quand tu as un Raw de 3 heures sur Netflix, là oui, tu peux mettre un segment comme ça. Mais là, ce match a littéralement servi à rien. Surtout qu'en plus, je le redis, Pete Dunne, donnez-moi plutôt un Chad Gable, s'il vous plaît. Mettez-moi un Chad Gable en action. Alors oui, là, ça serait super, bel esprit, oh oui. Mais Pete Dunne, je ne comprends pas, enfin je vois vraiment pas ce qu'il a. Alors, il a l'air d'améliorer un peu son physique, il a des épaules, il a un peu de bras, un tout petit peu, il se met 3 tonnes d'huile sur le corps, même s'il n'est pas bronzé. Bon, au moins il fait les efforts. Mais dans tous les cas, il a aucun charisme. Il a aucun charisme, mais il continue à bosser comme si c'est un destructeur, à donner des coups de pied, des stompes et tout ça. Ouais. Voilà, un segment dont, en tout cas, je me serais bien passé. Oh oui. Et mes amis, ça nous amène au main event entre Seth Rollins et Sami Zayn. Pardon, excusez-moi. Tyler Black et El Generico. Oh oui. Un bon petit match, vu les talents et vu l'histoire qu'ils ont en commun, vu comme ils l'ont précisé dans la promo. Les mecs, je commençais le catch, ils étaient déjà à la ROH. Et enfin, peut-être Tyler Black. Oui, peut-être. Oui, parce qu'en fait, hier, je regardais, je vais vous dire dans la Taylor Story, je sais même plus si je le mentionne. En fait, j'étais en Californie, j'étais backstage à la WWE quand Brian Allison a eu son dark match qu'il l'a fait signer en juin 2008. Et donc, un dark match contre Lance Cade. C'était à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. À Los Angeles ou à Oakland, San Francisco, enfin bref. Là-bas. Bon, bref. Et tout ça pour vous dire, quand je regardais hier les dates pour lorsque je faisais la Taylor Stories sur Internet, je me suis rendu compte que, en fait, en 2008-2009, Brian Allison catchait déjà contre Tyler Black, Seth Rollins, à la ROH. Un truc de ouf. Et donc, alors le match était franchement pas mal, mais tout l'intérêt du match était obscurci. Oui, occulté, obscurci.
par la grosse question qui a attaqué Jey Uso dans les vestiaires. Et d'ailleurs, cette question tourmentait tellement Sami Zayn que ça lui fait perdre son sang-froid et également le match. Oui, un match assez rapide, hein, je crois qu'il a fait 5-6 minutes, un truc comme ça, maximum, moins de 10, ça c'est sûr. Et la question qui a attaqué Jey Uso est répondue très rapidement, parce que, mes amis, donc Sami Zayn perd son sang-froid, le match, et sûrement quelques dents. Après un Claymore de Drew McIntyre qui revient, et Drew McIntyre, lui aussi, je le mentionne, dans la TLR Stories. Oh oui, oui, mes amis, pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, la personne qui avait repéré Drew McIntyre sur les Indies en Europe a joué un bon petit rôle dans le fait que j'ai mes tryhards en 2011. Oh oui, oh oui. Donc mes amis, c'était un Raw sympathique, mais qui rebondit mollement après War Games. En fait, je vous redis, maintenant, je me pose sérieusement la question de me dire si à force de plus vouloir être prévisible dans les storylines, certaines décisions de booking sont pas faites illogiquement en fait. Et on se dit, bon, écoute, tout le monde s'attend à ça, ben on va faire l'inverse. Ouais, mais comment on le justifie? C'est pas grave, on verra par la suite. Je sais pas. Parce qu'en fait, est-ce que l'équilibre, alors je vous pose la question, mes amis, est-ce que l'équilibre est possible entre l'imprévisible, mais le logique également? À voir, mes amis. À voir, à voir, à voir. Oh oui, mes amis, c'était la review assez rapide de Monday Night Raw, parce que comme la review de Survivor Series a été postée quand même assez tardivement, dimanche soir, mes amis, je me suis dit, bon allez, on va pas faire trop long à Raw, parce que je sais qu'il y en a plein qui rattrapent, qui m'ont dit, attends, je rattrape Survivor Series, donc comme ça, vous avez une petite review d'une demi-heure pour Monday Night Raw, qui sont toujours à 2 heures. Oh oui, parce qu'en fait, le truc, c'est ça aussi, maintenant, je me dis, vu qu'on est quoi, on est début décembre, on est le 3, mais Raw, c'était le 2, en fait, maintenant, je pense qu'ils vont calmer le jeu avant le gros passage sur Netflix. Quand ça va passer sur Netflix, là, ça va envoyer du pâté. Il va y avoir Logan Paul, il va y avoir The Rock, il va y avoir je sais pas qui, mais franchement là ça va envoyer du pâté. Et Raw fera 3 heures. Alors est-ce que c'est passé en sépia, est-ce que avec un Raw qui va passer à 3 heures, le timing du postage du post dans des posts des reviews va changer. Nous verrons, mes amis, peut-être elles arriveront en fin de journée. Nous verrons. Oh oui. Quoi d'autre? Donc ouais, TLR Stories, là je vais commencer le montage, ça va le faire. Oh oui, comme je vous ai dit, je vais essayer d'augmenter la fréquence avec laquelle je les poste. Donc on va voir NXT demain. Alors pas sûr encore, on va voir. C'est pas sûr que je fasse TNA cette semaine, parce que comme il y a Deadline dimanche, SmackDown ça sera fait, c'est sûr, et Deadline bien évidemment. Donc voilà. TLRAM hier posté un bon petit match France-Portugal, et le sondage, bon de toute façon je sais déjà quelle vidéo vous allez choisir, mais le sondage pour la nouvelle TLRAM va être posté également dans la semaine, je pense aujourd'hui voire demain sûr. Oh oui, on continue notre chemin à où bel esprit. D'ailleurs ce samedi je suis à Marseille pour la Tigers Pro Wrestling, encore une fois à Marseille, et un match inédit contre Eddie Karaoui. Franchement, Tom Larifa et Eddie Karaoui, ça c'est une grosse affiche que la TPW vous donne à Marseille. Si vous êtes sur la région, ou même si vous avez un peu de route, n'hésitez pas à venir, parce que franchement le show va être énorme. La TPW commence à faire vrai, enfin ils ont toujours fait, mais encore plus maintenant avec le premium qui est enfin posté. Donc mes amis, allez-y, franchement c'est top. Vous pouvez m'entendre commenter avec French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, et franchement les choses sont de qualité. Alors oui, certains disent oui mais le niveau in-ring, des fois il est moyen, mais c'est du catch indépendant, hein. Je veux dire, c'est pas comme si vous avez des professionnels comme la WWE qui sont payés à s'entraîner dans un centre qui vaut plusieurs millions de dollars comme le Performance Center. Oh non. Mes amis, le temps est venu de la question de la semaine. Alors, une question qui m'a été posée par Cosmos, et c'était dans la vidéo TLRPOV catch à la première personne. Alors, Cosmos, tu me dis, incroyable ce contenu, je ne commande jamais sur les vidéos YouTube en général, mais là c'était obligé. Oui, extrêmement bel esprit. Oui. Merci amigo. Merci de nous régaler chaque semaine. Bah écoute, merci à vous d'être là les gars, sinon je le ferai pas. Enfin oui, non, je le ferai quand même, mais bon, si c'était que 20 vues, j'avoue, je me dirais wow, je me remettrai en question. Mais là ça va, les compteurs continuent à augmenter, donc les amis continuent les interactions et le référencement pour la chaîne. Oui. Il n'y a que ça en fait qui fait monter vraiment la chaîne et tout, quoi, la portée du message de lumière. Oh oui. Donc une petite question un peu fantaisiste, si toutes les compagnies te contactaient avec les mêmes propositions de contrat et de place dans la card, qui choisirais-tu? Et quelle branche? Raw, NXT, Dynamite, et quel feud avec un catcheur te plairait? Alors en fait, pourquoi? Je sais que j'ai déjà répondu à ce genre de questions, mais ce matin en la relisant et en la sélectionnant, je me suis dit en fait j'ai eu une vision, vous allez comprendre, parce qu'en fait le cœur et l'envie me diraient NXT. Pourquoi NXT? Parce qu'en fait, ce qui est cool à NXT, c'est qu'on est souvent à la maison.
on est souvent à Orlando, enfin en Floride, bon maintenant ils vont partir apparemment à Las Vegas, on est souvent dans son propre lit le soir et ça c'est super en catch. Quand on est à sa maison régulièrement, en plus si on a une famille, on les voit régulièrement, donc ça c'est très très bel esprit. Oh oui oui, ouais, j'ai fait les bras aujourd'hui. Bonne petite séance de biceps, ouais, j'ai bien l'esprit, bonne congestion, bonne force. Et donc tout ça pour dire, le cœur me dirait NXT. Le cœur me dirait NXT parce que voilà, on est au Performance Center, c'est une bonne bande de potes, on n'est pas trop sur les routes, et je vous redis, on est dans son propre lit tous les soirs. Et je pense que. Et on passe à la télé internationalement. Ça passe en France NXT, donc waouh. Mais par contre, après, maintenant, d'un point de vue purement business et raison, le cœur dit NXT, la raison me dit Raw. Parce que, mec, Netflix, le deal Netflix, c'est un truc gigantesque. Netflix, c'est accessible à je sais pas combien de millions, peut-être de milliards, peut-être 1 milliard de personnes, je sais pas sur 8, est-ce qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont accès à Netflix dans le monde? Je sais pas. Il faudrait voir les chiffres de Netflix. Si vous les connaissez, dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux. Mais Netflix, en direct, Raw, en direct sur Netflix, ça va être gigantesque. La portée pour devenir célèbre que les superstars vont avoir, c'est pas un truc auquel tu te dis non. Et donc, en fait, voilà. D'un point de vue cœur, j'aimerais être à NXT, mais d'un point de vue raison, pour me gagner sa vie et devenir la plus grosse star possible, pour rester dans le catch ou rebondir après dans autre chose. Netflix, donc Raw, oh oui. Et avec qui j'aimerais feuder? Après franchement, alors bref, si c'est Netflix, une des plus grosses stars du roster, Paul Heyman, ça c'est clair et net. Et quand je dis feuder, ça serait avoir une interaction dans le ring avec lui. Parce que si j'arrive à tenir la distance avec Paul Heyman dans le ring, au micro, ma carrière elle est faite. Oh oui. Et un petit moment à WrestleMania, oh oui. Et à NXT, la division féminine, pour passer du temps avec les catcheuses. Oh oui. Ah ouais, manager une catcheuse, ça serait énorme. Ouais, ça serait énorme. Parce qu'en fait, voilà, je respecte tellement le boulot des catcheuses que même en personnage de manager, ça me déplairait. Je le faisais à l'époque avec Nia Jax et Asuka. D'ailleurs, Asuka, j'y pensais tout à l'heure, Asuka et Nakamura ensemble, je sais pas s'ils l'ont déjà été à la WWE, mais ça ferait mal, oh oui. Et donc, pour récompenser les catcheuses de tous les efforts qu'elles font et de tout leur talent, oh oui, je prendrai toutes leurs prises avec plaisir, surtout le finish de Nikita Lyons. Oh oui, bel esprit. Sur ces paroles sages et pleines de bon sens et de testostérone, mes amis, je vous laisse, on se voit demain pour la review de NXT. Oh oui. Merci pour votre soutien, continuez à participer, à vous engager avec les vidéos et surtout gardez le bel esprit. Et même si je ne l'ai pas précisé, oh oui, très très beau autoportrait que j'avais fait il y a des années. Pourquoi? Parce qu'on voit, il n'y avait pas encore tous les tatouages, il y avait juste celui-là qui n'était même pas encore rempli. Oh oui, donc lui il date. Cette photo, et donc ce portrait doit dater de 2016-2017. Oh oui, bel esprit.